Alors, on vous parle de notre expérience, notre aventure avec le Rehab Mall. Le Rehab Mall étant un projet innovant, en fait, en 2010, le FRQS annonçait un concours de projets stratégiques innovants. Et ce concours s'adressait aux centres de recherche. Alors, on a entendu ce matin, comme ça serait peut-être une excellente idée d'organiser une agora, une messe où on se met à discuter et à explorer différentes avenues, différentes idées. C'est exactement ce que nous avons fait à notre centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Ce centre regroupe 3 universités, 6 différents milieux cliniques de réadaptation, des chercheurs qui proviennent de différentes disciplines, de la linguistique, physio, psycho, ergothérapie, aménagement intérieur et 15 différentes disciplines. Notre centre aussi regroupe plusieurs cliniciens-chercheurs. Alors, on s'est mis ensemble et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement et comment on pourrait faire autrement. L'idée du Rehab Mall a été née. Une sérendipité aussi du fait qu'il y avait le centre d'achat Alexis-Nihon à Montréal, que vous connaissez déjà probablement certains parmi vous. Ce centre d'achat qui était prêt à commencer des rénovations. Un centre d'achat qui avait été construit dans les années 1960, qui avait tellement besoin de rénovation et qui avait beaucoup de problèmes d'accessibilité. Alors, notre vision était de créer un environnement inclusif, optimisant la participation et l'inclusion des personnes avec déficience physique. Ce qu'on avait entendu par nos cliniciens, c'était que les personnes avec déficience physique, quand ils sortent des murs des milieux de réadaptation, ils ne peuvent pas intégrer la communauté. Bien qu'ils ont suivi plein d'entraînements et de différents types d'interventions. Alors, on s'est demandé, oui, il y a beaucoup de travail qui se fait en milieu clinique, beaucoup de recherche qui se fait dans le centre de recherche, mais l'environnement tel quel n'est pas accessible. Alors, nous avons utilisé l'approche Living Lab. Pour nous, c'était quelque chose de très neuf. On a commencé à apprendre la méthode Living Lab et on a utilisé une méthode participative. On travaillait ensemble dès le début. Nous étions très chanceuses d'avoir des partenaires engagés. En tout premier, notre partenaire, les propriétaires du centre d'achat et plein d'autres partenaires. Le Musée de civilisation de Québec à l'époque, le INO de Québec, des MOTEC, différents partenaires privés et publics. Et là, nous arrivons maintenant en 2018. Bien que le financement soit terminé, il y a plus que 70 projets et autres en cours, plus que 50 chercheurs avec leurs étudiants qui travaillent toujours soit dans le centre d'achat, soit dans les alentours, dans les environs, qui ont été sensibilisés pour poursuivre de la même façon. Bien sûr, Cominard, le propriétaire d'Alexis-Nihon, et d'autres partenaires sont toujours engagés. Ce qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui, c'est vous parler de 3 objectifs. On avait 3 objectifs, mais aussi vous montrer les solutions qui ont été proposées et qui sont déjà implantées dans l'environnement. Notre tout premier objectif était d'identifier les obstacles environnementaux, physiques et sociaux, ainsi que le facilitateur à la participation. Alors ici, vous voyez le centre d'achat avant la transformation. Et vous pouvez voir un environnement très rempli de différents objets, un environnement qui a des escaliers partout, un environnement qui n'a pas de rampes. Lors d'une session c'était un walk-through de l'environnement.
une de nos chercheurs en aménagement avait invité une collaboratrice, chercheur aussi, du Collège Dawson, qui est juste à côté, qui était chercheur dans le Department of Disabilities. Alors, quand j'ai traversé la rue de Dawson pour entrer à Lexington, ça m'a pris à peu près 3 minutes. Elle lui a pris 40 minutes en hiver d'entrer dans le centre d'achat. Et ceci parce qu'il n'y avait aucun accès qui était accessible pour elle. Alors là, en ce moment, des rampes qui ont été construites et on voit aussi, ayant mesuré combien de personnes âgées, parlons des personnes âgées, parlons des mamans avec des poussettes, entrent dans ce milieu. Bon, auparavant, il y avait 6% qui entraient. En ce moment, il y a 23% et peut-être plus que ça. Des espaces qui n'étaient pas éclairés ont changé pour être plus éclairés. Nous avons invité des participants avec des limitations visuelles qui ont parcouru l'environnement, qui ont parlé très ouvertement de leurs difficultés à trouver des repères, à voir, même on ne parle pas de personnes aveugles, complètement aveugles, mais des personnes qui avaient des limitations quand même visuelles. Alors, l'environnement a changé, le plancher, les couleurs, les espaces. Notre deuxième objectif, parce qu'on devait changer l'environnement, c'était de développer des technologies et interventions pour optimiser le fonctionnement cognitif et social, la participation et l'inclusion. Pour ce faire, les chercheurs sont entrés, et ici on vous donne une idée un peu du trajectoire. Ils ont eu les plans du plancher, ils ont pris des photos, ils sont retournés au laboratoire et ils ont créé des environnements en réalité virtuelle. Et ceci pour répondre à un besoin très particulier que les patients, les usagers nous ont exprimé quand on a fait de focus group pour voir quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qui ferait pour que vous puissiez entrer dans cet environnement. Plusieurs d'entre elles ont dit « Nous avons peur d'entrer dans cet environnement ou dans un environnement que nous ne connaissons pas. Parce qu'on ne connaît pas l'environnement, on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on va rencontrer. » Alors, nous avons créé l'environnement du centre d'achat en réalité virtuelle pour qu'ils puissent pratiquer en milieu de réadaptation avant d'y aller. Et c'est pourquoi justement nous avons suivi la trajectoire que vous voyez ici, ce qui est le centre d'achat fournit les plans, on crée l'environnement en réalité virtuelle et après, ici vous me permettez, je vais sortir parce que c'est la seule... C'est correct? Oh non! Non, ok, oh non. Ok, bon. Écoutez, je ne vais pas sortir. C'était la seule façon de vous montrer. Je vais vous en parler de ça alors, parce que pour une raison que j'ignore, non, ça ne joue pas. Ce n'est pas grave. Ce que vous aurez vu ici, c'est justement ce vidéo vous montre comment la personne en fauteuil roulant entre. Ça, c'est le sous-sol d'Alexignon, du centre d'achat. Alors, ils pratiquent comment y entrer et ils vont dans le couloir, ils rencontrent les magasins qui sont là. Bien que je vous présente ça d'une façon peut-être rose, ce n'était pas toujours rose, dans le sens où, au moment donné, le centre d'achat a décidé de changer, de changer le look du sous-sol. Et on n'était pas nécessairement au courant. Alors les chercheurs ont recommencé et ils ont recréé des environnements en réalité virtuelle. Les patients nous ont aussi dit qu'ils ont peur, ils aimeraient reprendre le magasinage, mais ils n'étaient pas sûrs. Ils avaient peur. Alors une collaboration avec des collègues d'Israël, en collaboration avec elles, on a créé des modules où ils pourraient reprendre
au moins s'entraîner à recommencer le magasinage avec des tâches simples, semi-complexes et complexes. Le troisième objectif était d'implanter et évaluer l'impact des technologies et interventions in vivo. Alors, on a dépisté les obstacles et facilitateurs, on a créé un milieu de réadaptation, un milieu de laboratoire, et là, nous sommes dans le centre d'achat. Le fauteuil intelligent que vous voyez, fauteuil roulant intelligent que vous voyez ici, comme on aimerait bien qu'elle puisse se promener dans le centre d'achat. Mais le GPS ne fonctionne pas dans un centre d'achat. C'est un endroit fermé. Alors, en collaboration avec les propriétaires qui nous ont fourni leur plan, les chercheurs ont réussi à créer un système qui permettait au fauteuil roulant intelligent de marcher toute seule, de se promener dans le centre d'achat. Le centre d'achat, les propriétaires étaient tellement emballés par les différentes transformations qui arrivaient dans le centre qu'ils ont, bien sûr, on a travaillé sur le sous-sol, sur le premier étage, mais les transformations, les rénovations n'étaient pas finies. L'aire de restauration doit être aussi transformé. Alors, un atelier qui a été organisé au sein des Open Living Lab Days de Hainaut en 2016 a amené les chercheurs, des cliniciens, des usagers à traverser et expériencer comment c'est d'avoir une limitation visuelle, avoir une limitation auditive, avoir des troubles de mobilité différentes. Ils ont proposé différentes façons de transformer l'aire de restauration qui sont en ce moment à l'étude auprès des architectes et ingénieurs qui travaillent justement pour implanter les transformations proposées. Bien sûr, la sensibilisation du personnel, la sensibilisation du public fait aussi partie, grande partie de nos travaux. Lors d'une journée de portes ouvertes que nous avons organisée dans le centre d'achat, c'était très intéressant de voir le nombre grand nombre de chaises roulantes, personnes avec cannes, personnes avec marchettes. C'était aussi intéressant de voir la réaction des gens qui y entraient. Il y avait 3 chaises roulantes qui marchaient ensemble. Les gens, les dames à l'arrière disaient « On ne peut pas passer. Qu'est-ce que c'est ça ?» Alors, des projets qui visent la sensibilisation du public. Comment apprendre à vivre ensemble quand on réussit à être tous ensemble. Ça, c'est un des défis du futur. Alors, la plus-value, parce que le financement du projet est fini, le projet continue, les différents projets. C'est quoi la plus-value? Mais en tant que directrice scientifique, les chercheurs, ce qui nous emballe, c'est que nos chercheurs ont commencé à penser et faire autrement. Des chercheurs qui étaient vraiment du côté biomédical ont commencé à faire de focus group, s'intéressent à la vie des personnes, des usagers, commencent à faire des études qu'ils n'auraient jamais pensé à faire avant. D'ailleurs, proposer des projets au programme Audace. Un maillage d'intégration et une brisure de silos extraordinaire. Pour nous, à part le côté sociétal et l'impact pour les personnes avec déficience physique, nous dirons que ceci est le meilleur livrable de ce projet. Un autre livrable qui est quand même aussi important, c'est la façon dans laquelle les interventions cliniques commence à changer. Et ici, je vous montre, c'est une vidéo qui est prise dans le centre d'achat. C'est une personne avec AVC droite, avec une héminégligence, qui
a fini toutes ses interventions dans le milieu de réadaptation, qui est maintenant libre à sortir dans la communauté. Et il porte une caméra Tobii et vous allez voir ce qu'il voit. Quand il ne voit pas quelque chose, c'est un carré rouge. Quand il le voit, ça devient vert. Alors, vous pouvez voir la personne qui marche vers lui en rouge. OK, il est rentré dans son champ visuel. Parfait, ce aussi. Et là, il y a ce couple qui ne réussit jamais à entrer dans son champ visuel droite. En fait, les chercheurs l'ont attrapé parce qu'il était prêt à tomber sur ces personnes. Bien que cette personne avait réussi tous ces tests avant de sortir du milieu de réadaptation. Mais quand il était dans le vrai milieu de la vie, là, les problèmes sont différents. Un environnement accessible et inclusif pour tous et des recommandations d'aménagement pour augmenter l'accessibilité non seulement au centre d'achat, mais dans d'autres environnements. Et bien sûr, Cominart, les propriétaires, eux aussi avaient des livrables, des prix qui sont reçus et aussi vraiment un engagement qui continue envers d'autres transformations et d'autres environnements similaires à celui-ci. Oh yes. Alors, on passe la parole à moi qui continue. Oups, attendez. Alors, à ce moment-là, on se disait, il reste beaucoup à faire. Alors, on a continué. Et c'était vraiment le Rehab Mall qui nous a amené à un autre projet de plus d'envergure, c'est-à-dire la co-création d'une initiative intersectorielle, une initiative de recherche pour la création d'environnements physiques et sociaux plus inclusifs pour les personnes toujours ayant des incapacités. Mais on voulait sortir des murs des centres commerciaux. Alors, c'était un projet qui était subventionné par les 3 fonds. Et la Société inclusive est née de la volonté de 4 organisations de mettre en commun leurs expertises pour aborder les problématiques sociétales complexes avec des acteurs de domaine de l'adaptation, de la réadaptation, de la réinsertion sociale et des partenaires du monde associatif, municipal, industriel, culturel et de la santé, bien sûr. Alors, quelques thématiques ont émergé d'un forum organisé en janvier 2014 pour engager une réflexion afin de faire émerger une vision commune d'une initiative intersectorielle portant sur une société plus inclusive pour toutes les personnes ayant des incapacités. Alors, il y avait des thématiques santé, adaptation, réadaptation, attitudes, préjugés, discrimination et bien sûr, on gardait toujours la thématique environnement physique, mobilité personnelle et l'environnement social. Ces 4 grandes thématiques sont sorties après le forum, mais ces thématiques ont été par la suite validées lors d'une rencontre des partenaires, c'est-à-dire les partenaires associatifs, comme j'ai expliqué tantôt. Et c'était une activité lorsque les partenaires et les chercheurs ont réfléchi ensemble à des idées de projets sur les priorités définies par les partenaires. C'était vraiment quelque chose qui émergeait. C'était pas top-down, c'est vraiment plutôt bottom-up. Alors ça, c'était en septembre 2017. Alors, ce projet intersectoriel a eu son premier appel de projet en janvier 2017 pour financer des projets en émergence, expérimentation et appropriation. Vous voyez les premiers 3 en haut, c'est 3 des 9 projets qui ont été subventionnés à titre d'exemple des projets de nos chercheurs du CRIR.
Et aussi par la suite, je pense que tous ces projets intersectoriels a aidé nos chercheurs à les rendre prêts à répondre au projet, à l'appel du projet Audace. Alors, vous voyez 3 exemples des projets qui ont été subventionnés pour nos chercheurs. Alors, comme on a parlé tout l'avant-midi, c'est les mots qu'on a utilisés. Au cours des 8 dernières années, le CRIR et ses membres sont devenus plus habiles à sortir de notre zone de confort, innover, de ne pas avoir peur de prendre des risques, etc. Et nos idées peuvent maintenant paraître farfelues, mais je pense qu'on a appris à faire des choses qu'on ne s'attend pas de nous. On a parlé aussi ce matin que des fois, c'est une crise qui nous rend créatifs, mais pour nous, je pense que pour être créatif, il faut prendre le temps pour réfléchir, pour développer davantage les idées dans un environnement propice, loin des courriels, loin d'activités habituelles des chercheurs. Et alors, c'est un environnement propice à l'innovation qui implique les chercheurs seniors et les juniors. Honnêtement, on pense que c'est la combinaison des forces des seniors et des juniors qui est la formule gagnant. Il faut saisir des activités et créer d'autres opportunités de réseautage. La structure du CRIR, à l'époque, facilitait, comme Eva a mentionné, une retraite qui était organisée pour discuter de projets stratégiques innovants. C'était presque obligatoire que nos membres chercheurs assistent à ça. Il faut être prêt à partager ces idées aussi. Pour Audace, on a organisé une activité remue-manège pour nos chercheurs et c'est ça, il faut être non compétitif pendant cette activité-là, mais on a quand même réussi à faire subventionner 3 projets. Il faut trouver les bons partenaires au bon moment et établir une relation de confiance. Il faut bien comprendre les besoins de nos partenaires et se mettre dans leur peau puis avoir leur perspective et vraiment comprendre « what's in it for them ». Il faut avoir l'appui des décideurs. Eva n'a pas mentionné, mais lorsqu'on a parlé avec les membres de nos CA, de notre CA du CRIR, de notre projet faire de la recherche dans un centre commercial, vraiment, là, ils ne croyaient pas que c'était faisable. Et même le FRQS nous demandait de soumettre, après 1 an du financement avec le PSI, un rapport mi-étape, juste pour convaincre le FRQS que c'était faisable et qu'on avait des livrables. Alors, c'est important d'avoir l'appui de ces décideurs, mais aussi, je pense qu'il faut avoir toujours des fonds et un financement durable. Quelqu'un a mentionné ce matin, il faut qu'il y ait des programmes qui ne nous empêchent pas de se retrouver entre 2 chaises. Alors, juste en terminant, pour partager quelques leçons apprises, des suggestions, je pense qu'on a appris qu'il faut considérer de nouveaux indicateurs de succès et de performance. On n'aurait jamais pensé que Common Air aurait gagné ces 2 prix-là, le prix international. Même, on ne connaissait pas ces organismes-là. Mais il faut aussi penser à des indicateurs de succès ou de performance à court, mais aussi à long terme. Alors, une autre chose très évidente pour nous, c'est il faut penser à la formation. Ça a été aussi mentionné ce matin. On a besoin du personnel hautement qualifié, qui ont un profil particulier, qui possède un ensemble de compétences particulières. Je n'ai pas eu le temps de mentionner, mais pour notre société inclusive, on a un élément critique de ces projets-là, c'est d'avoir des agents de concertation intersectorielle qui sont sur le terrain, qui facilitent vraiment les interactions entre les chercheurs, les partenaires et la gestion de projets. Alors, nous sommes très optimistes, Eva et moi, et on pense que l'avenir est prometteur. Et on est derrière la recherche intersectorielle pour les personnes avec des déficiences physiques. Merci.